Bienvenue sur Passionnément, votre moment musique, cinéma et gastronomie en compagnie d'invités passionnants et passionnés. J'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va super parce qu'aujourd'hui on va parler de cinéma pour ce deuxième épisode de la chaîne. On s'est tous retrouvés tôt ou tard marqués par un film. Vous voyez ce genre de film où au moment du générique, qu'on soit dans une salle de cinéma ou dans son salon, on se dit « là il s'est passé quelque chose ». Quelque chose de fort qui nous marquera à jamais. Avant tout, je tiens à préciser que je ne parle pas ici du film préféré de chacun, mais du film qui a su créer en nous un choc artistique indélébile. On pourrait se dire que ce phénomène est inexplicable, ou du moins très complexe à identifier. Pourtant, on va aujourd'hui essayer de relever le défi, très modestement bien sûr, en se demandant quel facteur rend un film plus marquant qu'un autre. Est-ce que c'est la bande originale, le scénario, la réalisation ? Ou bien c'est plus ce que le film nous renvoie. Un film marquant serait donc en rapport avec notre vécu, nos émotions qui nous sont propres, ou alors, peut-être, est-ce un savant mélange de toutes ces raisons. Pour ce faire, je ne serai pas tout seul, bien sûr, on va d'abord essayer de comprendre ce phénomène en écoutant le témoignage de personnes de tout âge qui vont brièvement nous parler du film qui les a le plus marqués. Je tiens à les remercier encore une fois de s'être prêtés au jeu et j'espère que vous apprécierez autant que moi écouter leurs témoignages qui sont tous très variés et très intéressants. Je ferai un petit débriefing ensuite de ces témoignages avec Julie et Robin qui sont deux passionnés de cinéma et avec qui on essaiera d'aller un peu plus loin dans la réflexion. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Florian pour Passionnément. J'ai 28 ans, je suis un amoureux de cinéma et en ce moment les salles obscures le sont un peu trop. Et ça tombe bien parce que je vais parler d'un film bien obscur qui s'appelle Hunger de 2008, réalisé par Steve McQueen. C'est un biopic sur Bobby Sands, un républicain irlandais qui a mené une grève de la faim alors qu'il était emprisonné en Irlande du Nord dans le cadre des conflits pour l'indépendance nord-irlandaise. Et en fait, ce qui est marquant avec ce film, c'est que c'est un film tellement difficile, tellement exigeant à regarder. C'est un film politique, mais sans le dire, c'est par la force des images et l'empathie qu'on va éprouver pour ces personnages qui va nous claquer à la figure. C'est rude, c'est brutal. Chaque scène est absolument magnifique, c'est un tableau en termes de photos, ce que fait Sean Bobbitt. Côté Steve McQueen à la direction, c'est violent, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à filmer ce qui est dégoûtant, ce qui est gênant, et on a comme ça beaucoup de scènes qui sont cultes. Le film est fait de plusieurs plans séquences notamment, qui vont être des scènes de révolte, des scènes de lenteur, comme un passage de serpillière. Comme ça, le film est fait de scènes très crues, très lentes, mais qui sont à chaque fois des grandes claques. Moi, j'ai vu ce film, j'avais 16 ans, et j'ai jamais osé le re-regarder derrière, ce qui il a encore imprégné dans ma tête, dans mon esprit. C'est un film dont on sort pas indemne. Il y a un avant, il y a un après Hunger. On sait que c'est des faits qui sont réels, on sait que c'est un combat qui a été réel, que Bobby Sands a vraiment fait ce qu'on voit dans ce film, et autant par ce qui s'est réellement passé que par la symbolique que ça a de sacrifice et de jusqu'où on est prêt à aller pour une cause et pour un sentiment d'injustice. Ce film m'a bouleversé et le fait d'en parler pour ce podcast me donne envie de le revoir, même si jusqu'aujourd'hui j'en avais pas eu le besoin parce que je l'avais encore bien en tête et voilà, c'est un film qui m'a profondément marqué. Salut, moi je m'appelle Lou et j'ai 21 ans. Alors du coup, moi c'est un film qui m'a vachement marqué, même si ça a été difficile de faire un choix parmi plusieurs films. Je dirais The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, qui est un film qui m'a beaucoup marqué par le travail de la couleur. Et aussi de l'esthétisme, donc un univers super néonneux comme nous habitue Nicolas Winding Refn avec des films comme Only God Forgives ou Drive par exemple. Donc ça c'est un peu sans surprise, mais là c'est un univers qui est particulièrement léché et aussi avec l'actrice Ellie Fanning qui est d'une beauté tellement pure, moi ça m'a vachement marqué. Et c'est aussi de ce sujet-là que traite le film. Donc justement du monde du mannequinat, de la superficialité, etc. Donc il y a un espèce de tableau manichéen qui oppose vraiment en fait toute la beauté, la magie, la féerie, etc. Donc avec des jeux de couleurs, des paillettes, tout ça. Et c'est opposé justement à un côté beaucoup plus dark, super trash, limite gore.
Donc c'est assez surprenant. Et aussi, il y a un truc qui m'a pas mal marqué, que j'ai beaucoup aimé sur ce film, c'est que justement, on sait pas trop comment se positionner. Ce qu'on peut retenir essentiellement du film, c'est l'esthétisme. Il est super beau, il est super bien foutu. Il est beau, mais il est juste beau. Et en fait, c'est exactement ce que dénonce le film. C'est la superficialité. Et justement, quoi de mieux pour dénoncer la superficialité que de faire un film qui est uniquement superficiel. Donc ça, j'avais trouvé ça super fou comme forme pour faire passer un message. Donc voilà. Bonsoir, Jean-Philippe, 57 ans, né en 1963. C'est important de le préciser parce que le film dont je vais te parler, c'est un film qui est sorti en France en 1973 et dont j'ai dû voir le premier passage à la télévision française peut-être un an ou deux après, donc aux alentours de mes 12 ans. Et je pense que c'était trop jeune et c'est probablement pour cette raison qu'il m'a profondément marqué. Il s'agit de Duel, du second film de Spielberg. Alors c'est un scénario assez simple, voire même simpliste, puisqu'il s'agit d'une poursuite dans le désert californien d'un modeste représentant de commerce américain dans une voiture rouge, je me rappelle bien, par un énorme pick-up truck, un énorme truck, et qui cherche progressivement, non pas à faire connaissance, mais progressivement, on voit qu'il veut véritablement, il a de très mauvaises intentions et qu'il veut véritablement tuer le chauffeur de cette voiture. Alors ça m'a profondément angoissé parce que ça part d'un modeste incident de la circulation, je te fais un cul de poisson, tu me klaxonnes, et ça se transforme en thriller complètement angoissant. Et la deuxième chose qui est profondément angoissante, c'est qu'on voit jamais la tête du chauffeur de ce camion. On voit juste c'est Santiago une fois dans une station-service sous le camion. Et donc là, chauffeur inconnu, histoire qui peut vous arriver, ça m'a complètement perturbé. Et pendant 40 ans, je l'ai jamais revu, mais j'en ai souvent rêvé de ce film. C'est revenu comme ça, et je pense que je devrais le revoir. Peut-être, je sais pas quel type de réaction j'aurai ce matin. Je m'appelle Adélie, j'ai 23 ans et je vais vous parler du film qui m'a le plus marqué dans ma vie, qui est Gatsby le Magnifique, donc l'adaptation du roman de Fitzgerald, réalisé par Baz Luhrmann, sorti en 2013, avec notamment en tête d'affiche DiCaprio dans le rôle de Jay Gatsby. Bon, étant une grande fan de DiCaprio, je pense que ça a aussi un petit peu influencé mon choix, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce film, c'est la réalisation, tout simplement, les costumes et les décors que j'ai toujours trouvé mais incroyablement féeriques et en même temps qui m'ont toujours fait un peu peur. C'est assez spécial et c'est hyper intéressant, je trouve, comme sensation quand on est dans le grand château, château, manoir de Jay Gatsby, quand il organise ces immenses fêtes au temps de la Prohibition. C'est juste incroyable. Cette époque d'ailleurs de l'histoire est aussi très intéressante et je trouve que le réalisateur, il a su vraiment mettre ça en contraste. On est chez des gens riches, donc il y a des paillettes, il y a des couleurs pastel, mais en même temps très fortes parce que ça brille. On sent que les gens sont heureux et en même temps c'est tellement trop poussé que il y a une espèce de retenue. C'est pour ça que j'ai toujours eu envie d'y participer et en même temps il y a ce sentiment de retenue en moi qui fait que j'ai peut-être un peu peur aussi de ça parce que c'est peut-être aussi assez triste et faux et en même temps on nous en met plein les yeux, donc voilà, c'est en résumé ce pourquoi ce film m'a profondément marqué. Salut, moi c'est Léonard, 28 ans. Le film qui m'a plus marqué, c'est vraiment une question pas évidente. J'aurais tendance à vouloir à faire un choix un peu émotionnel, un film qui sentimentalement me plaît beaucoup, un film dont je me souviens de toute mon enfance, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne manière de répondre. Je dirais plutôt un film qui m'a marqué d'un point de vue de cinéma entre guillemets. Et là je pense tout de suite à des films de Wes Anderson comme Grand Budapest Hotel par exemple, parce que ça va regrouper énormément de caractéristiques qui font que je trouve un film cool. C'est-à-dire il va y avoir une super image hyper travaillée, une photographie qui fait que les couleurs sont magnifiques, une attention des détails, des plans.
Il y a une certaine forme de symétrie et de rigueur dans l'image, avec des détails dans le décor, dans les couleurs, c'est assez incroyable. Et ça va très très loin parce que ce souci du détail chez Wes Anderson, on le retrouve aussi dans le casting. C'est souvent les mêmes acteurs qui sont une sorte de troupe qui sont aficionados, qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui jouent tous effectivement très bien et qui sont du coup parfaitement dirigés comme une sorte de troupe de théâtre et tout ça. Et c'est quelque chose qui se ressent dans l'ambiance générale du film de Grand Budapest Hotel particulièrement, mais dans à peu près toute l'œuvre de Wes Anderson, de ce que j'ai pu en voir du moins. Et là même la bande son est incroyable, l'histoire est poétique, les personnages ont de la profondeur, c'est assez incroyable. Du coup moi ça me transporte et je passe un très bon moment de cinéma quand je vois Grand Budapest Hotel. C'est clairement un film que je recommande autour de moi, donc je peux dire que c'est un film qui m'a marqué sur ces aspects-là. Je suis Valérie, j'ai 56 ans. Voilà, je voudrais parler du film qui m'a vraiment marqué quand il est sorti, c'est le film Titanic. Ce film m'a profondément touchée et marqué parce que il est issu d'une histoire vraie. Il est difficile de pas se mettre à la place des gens et de pas comprendre ce qu'ils ont pu vivre. Et l'horreur du moment, qui a été un long moment, puisque ça a été une descente aux enfers lente et progressive. Ces acteurs, en plus, ont parfaitement joué leur rôle. Les trucages du film ont été absolument extraordinaires. Du coup, on essaye toujours de se mettre à la place de ces gens et de se dire que quand on voyage, il peut nous arriver en effet des choses épouvantables, alors qu'à la base, c'est des voyages et des moments de détente et des voyages d'agrément. Ce film est très marquant par le côté sombre, puisque ça se passe de nuit, le côté angoissant, cette eau qui monte dans ce bateau avec petit à petit tout qui s'engouffre sous l'eau. C'est assez traumatisant de se dire qu'on est tellement rien et qu'on peut tellement rien faire dans certaines circonstances. En plus, il y a cette sensation de froid en permanence, d'eau glacée, avec cette histoire d'amour au milieu qui donne heureusement un petit peu de bon sens à l'histoire en se disant il peut pas y avoir que du négatif, mais qui malheureusement se termine atrocement. Ça m'a vraiment marqué parce que c'est à la fois un beau film et à la fois un film d'épouvante. Voilà. Alors moi c'est Zach, j'ai 20 ans et le film qui m'a le plus marqué ça serait Call Me By Your Name parce que ce film en fait il est super lent mais il se passe plein de trucs. Ça permet d'avoir vraiment une vision ultra réaliste de l'amour, de la quête de soi, de qui on est vraiment, de ses sentiments et de comment marche l'amour. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite, il y a de la frustration, il y a des étapes et ça c'est vraiment quelque chose qui le rend ultra réaliste et du coup tu peux te mettre vraiment à la place du personnage principal et surtout vraiment la quête de soi qui est finalement pas vraiment aboutie à la fin. Et ce côté réaliste en fait de l'amour de vacances, de l'Italie, tout ça, et ben en fait ça te permet vraiment de te plonger dans l'histoire, dans le lieu et tout ça. Et moi quand je le regarde à chaque fois, je suis plongé en Italie, je me sens 1983 à la place d'Elio, vraiment ça résonne avec moi vraiment. Tu sens la bouffe italienne, t'entends le bruit des cigales, t'as l'impression vraiment de vivre cette histoire-là. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a marqué en fait le film, c'est que tu ressens vraiment l'histoire et t'es complètement dedans et même si elle est simple et il se passe pas vraiment grand chose, mais à la fois il se passe plein de trucs et c'est ça l'amour. Et voilà, quand on est ado, qu'on sait pas vraiment qui on est et tout ça, et qu'il y a des fois des rencontres ou des moments ou des endroits qui restent dans ta tête et voilà. Julie, Robin, bienvenue sur Passionnément. Merci. Est-ce que vous êtes content d'être là déjà ? Ravi. Ouais, je suis ravi aussi. Aujourd'hui, on va parler cinéma avec, pour commencer, un petit débrief autour des témoignages qu'on a entendus sur les films les plus marquants. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces témoignages-là ? Pour ma part, donc, j'ai trouvé on pouvait un peu dégager deux types de formes de films marquants par rapport aux gens. Certaines personnes qui ont été marquées plutôt par la forme, le côté technique, on va dire l'image, le visuel. Ouais, la photographie aussi. Photographie, donc je pense notamment à Lou avec The Neon Demon où elle parlait vachement de l'ambiance. Même au niveau elle parlait de l'actrice Elle Fanning, du coup très belle, du coup qui cristallise un peu cette chose de beauté et du coup vraiment de visuel, d'apparence. J'avais noté aussi Léonard et The Grand Budapest Hotel qui du coup lui aussi a été vraiment frappé par le visuel, c'est-à-dire les côtés symétriques des plans de Wes Anderson, mais aussi les couleurs. Il y avait aussi les gens qui avaient été marqués par on va dire plutôt le fond et de se mettre à la place
des protagonistes du film, comme par exemple Valérie qui parlait de Titanic, où elle disait qu'elle se sentait... c'était une crainte aussi quand elle voyage, par exemple, qu'il se passe ce genre d'accident. Ou Zach qui parlait de Call Me By Your Name, qui disait qu'il se sentait en Italie ou des choses comme ça. Quand je parle de visuel, le visuel peut aussi faire ressentir des émotions. C'est pas le fait de ne pas être rentré dans le film ou que c'est des films qui font ressentir moins d'émotions. C'est juste deux types d'émotions qui peuvent être ressenties quand on regarde un film. Le côté plus visuel et le fait d'être dans le scénario, quoi. D'être attaché au personnage, de se sentir proche d'eux, en fait. Ouais, c'est de pouvoir s'identifier au personnage, ouais. Bah moi, je suis carrément d'accord avec Robin. Et puis, je pense qu'il y a aussi une histoire de contexte, d'âge auquel on regarde le film. Si on regarde, par exemple, c'est, il me semble, Florian qui disait pour Hunger... que c'était des choses qui étaient choquantes pour un certain âge. Et il y a une histoire de violence dans des films qui peuvent être choquants ou de scènes qui ne sont pas appropriées entre guillemets, à l'âge auquel on le regarde. Ouais, et puis même, sans parler de forcément d'âge, il y a aussi un aspect où ça va toucher à notre sensibilité à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir une jauge, une limite en gros de regarder des films que d'autres vont pas pouvoir regarder. Aussi l'aspect de qu'est-ce qu'on vit aussi, et toute cette partie identification, elle se retrouve aussi par rapport au personnage, de se dire bah voilà, ça c'est des faits réels, c'est des choses qui pourraient nous arriver. Ou encore de se dire moi j'ai vécu la même situation, je me retrouve dans ce personnage, j'ai l'impression qu'il me ressemble, etc. Et ça va vraiment nous plonger dans le film. Moi j'ai l'impression, en tout cas, j'ai vécu un peu la même chose. On va parler un peu de nos films qui nous ont marqués aussi. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez un peu réfléchi. Moi c'était assez dur en tout cas. Moi j'ai un peu vécu les deux expériences. C'est-à-dire que le premier film qui m'a vraiment marqué, entre guillemets, parce que j'ai essayé de me rappeler, c'est compliqué. Un autre film de Nicolas Winding Refn, du coup, c'est Drive, assez connu, assez mainstream au final maintenant. À l'époque, moi, je regardais pas énormément de bons films, entre guillemets. J'étais pas un cinéphile comme je le suis maintenant, en tout cas, je pense pas, même si je suis pas non plus top cinéphile, quoi, mais je m'y intéressais beaucoup moins, en tout cas. C'est le premier film où je me suis dit, waouh, il y a un travail sur la lumière, il y a un travail sur la couleur, sur les plans, enfin, tout me paraissait tellement stylé par rapport à tout ce que j'avais vu avant. Ça a été marquant. Et là, donc, c'est plus dans le sens où c'est un choc esthétique, visuel. Et après, le deuxième film, je me suis beaucoup identifié au personnage, ou en tout cas, j'ai été beaucoup touché, c'est Irréversible, Gaspard Noé, parce que c'est tellement terrible et forcément happé par le truc. Je pense qu'il y a des films qui te marquent parce qu'ils te prennent un peu piège. En fait, t'es bloqué. Tu peux pas détacher tes yeux de l'écran. T'as ce côté hypnotique où tu te dis, je pourrais pas... Je vais pas en sortir indemne, c'est ce que Flo disait dans le premier témoignage. Moi, en voyant Hunger, c'est un peu ce qui s'est passé. T'as des films où quand t'es devant... T'as un avant et un après. Exactement, quoi, parce que ça va forcément te rester en tête, quoi. En philosophie, la catharsis, dans la Grèce antique, les pièces de théâtre, il y avait cet aspect de jouer des grandes tragédies, et les gens, regardant une pièce où des personnages allaient vivre un destin tragique et terrible et tout ça, ils allaient purger quelque part leur propre peine, leur propre passion. Et moi, les films qui m'ont le plus marqué, je pense, c'est les films qui ont fait ce côté catharsis. Où je me suis dit, vivre des trucs tellement durs que finalement tu relativises un peu sur ta vie et tu te dis, ok. C'est des films qui sont pas forcément faciles à voir, mais qui après coup, on est content de les avoir vus. On va dire, c'est pas les films, allez vas-y, je suis en lendemain de soirée, je vais me faire un petit film, je vais me faire un petit Irréversible. Non. Moi aussi, j'ai un peu ce sentiment-là d'avoir eu un peu deux films. Comme toi, tu parlais de Drive. Moi, je pense que c'est même encore plus tôt, c'est vraiment des trucs de l'enfance, mais qui du coup m'ont marqué dans le sens choqué à la base, m'ont fait peur, même si maintenant ça peut paraître con, mais parler du voyage de Chihiro, je pense que pour pas mal de gens de notre génération, c'est un peu un classique, la scène où les parents se sont transformés en cochons. Je sais que moi, par exemple, c'est une scène qui, quand j'étais petit, me terrorisait, mais dans le sens vraiment me faisait peur. Non, avec le recul, c'est devenu un de mes films préférés parce que ça m'a marqué. Du coup, je pense vraiment qu'il y a certains films, faut faire un peu gaffe, mais il y a certains films, je pense que c'est pas mal de les voir assez tôt. Et c'est pour ça que les Miyazaki sont très bien, puisque justement, on va dire que c'est des films qui sont dans la forme assez enfantin, mais qui, il y a des vrais enjeux et des choses. Message derrière, c'est ça, c'est pas pour enfants, quoi. Même les Pixar en soi, les Pixar, à chaque fois, il y a deux grilles de lecture, on peut voir ça pour enfants, et en fait, même pour les adultes, ils diront putain, mais ce film, il a été fait pour moi. Petite, t'as toujours des trucs qui te marquent. Moi, je me souviens que j'avais vu Coraline étant petite. Et c'est un animé et c'est du stop motion, je crois. Et ça te marque vraiment. Et je pense que même aujourd'hui, il y a plein de gens à qui moi j'en ai reparlé, que j'ai pas revu depuis, enfin du film, pardon. Mais et c'est des films qui restent marqués, quoi, parce que ça te choque. Et puis même, genre, par exemple, le film s'appelle La prophétie de la grenouille.
c'est un film vraiment pour les enfants. Et Ok. t'as un espèce de truc, mais terrifiant quand t'es gosse, d'une petite tortue qui a l'air gentille. C'est des trucs basiques, mais qui te restent vraiment genre, pendant des années et des années derrière, quoi. Donc, même si par une première lecture, c'est pour les enfants, etc., il y a quand même ce décalage, mais je pense aussi que c'est intéressant du coup de les voir jeunes. Parce que du coup, après, avec le recul, si tu les revois plus tard, ben, t'as quand même ce truc de ah ouais, ok, je comprends pourquoi à l'époque il m'a choqué ou non, et du coup, tu prends du recul par rapport à ça, quoi. Mais je pense que même en étant enfant, la deuxième lecture, on l'a quelque part. Genre, elle est là et... Mais c'est ça qui rend aussi le truc terrifiant, c'est que t'as quand même conscience que ce que t'es en train de voir, c'est... Il se passe c'est quelque pas, chose d'étrange. Voilà, c'est ça. Après, je pense aussi, il y a des films qu'il faut pas voir trop tôt, pas au niveau de ça va te choquer ou quoi, parce que ça va pas te parler. Tu vois, moi, il y a des films que j'aurais vus justement à 15 ans, 14 ans, qu'aujourd'hui j'ai adoré et qui sont pas particulièrement choquants, j'aurais trouvé nul, quoi. Tu vois, où j'aurais fait ah, mais ça, à aucun moment ça me marquait. Une certaine maturité, entre guillemets, pour capter en fait aussi ce qui se passe, tu vois, genre au niveau de la mise en scène et tout ça. Il y a des trucs que tu captes pas étant jeune et puis que tu captes plus tard où tu te dis putain, mais en fait c'est génial. Et je pense comme ça aussi, il y a des très bons films qu'on peut regarder assez tôt et qui peuvent nous marquer. En fait, je pense que c'est des films qui sont assez ouverts grand public. Et il y en a pas beaucoup au final des films comme ça. Donc là, je pense par exemple à Fight Club ou ce genre de choses, ou Pulp Fiction qu'on peut voir assez tôt au final. Et ça peut devenir voilà un peu le film, ton film classique. Mais alors qu'il y a d'autres films. Je pense que si on voit quand on est jeune, ça va pas forcément nous marquer. Moi, je pense par exemple à 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense que tu le vois à 10 ans, je suis pas sûr c'est ce que j'avais en tête, tu vois. Moi, j'ai été longtemps un peu à l'écart du cinéma de Kubrick. J'avais rien vu. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à regarder un peu Kubrick. Et au final, pendant le confinement, j'ai regardé 2001. Et c'est un des films qui m'a le plus marqué de ma vie. Ouais. Vraiment. Et je pense justement, c'est vrai que si je l'avais vu plus jeune, mais j'aurais fait, mais pas du tout, c'est nul. Genre ouais, vraiment... puis il y a aussi l'aspect aussi de... C'est des films où il y a des longueurs, et c'est ce que Florian disait aussi dans Hunger, c'est qu'il y a des longueurs, des plans qui sont ultra longs, et quand t'as pas forcément l'habitude de voir ce genre de film ou quoi que ce soit, Laurence d'Arabie par exemple. Laurence d'Arabie, tu le vois jeune, le truc il est long, t'as des longueurs de plans, et tu sais, c'est là où t'as pas le recul, en fait, tu te dis putain, c'est juste chiant à mourir, et en fait, quand tu le regardes plus tard, t'es en mode, mais c'est incroyable, tu vois. Donc, je pense que c'est pareil pour l'Odyssée de l'espace. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une histoire aussi de contexte, c'est que. Et de visuel, du coup on reprend là-dessus, mais sur l'aspect visuel vraiment du film et sur la technique de comment ça a été fait et tout. C'est un film qui est sorti en 68, je crois. Les premiers pas sur la Lune, ça a été 69. Il y a quand même un gros décalage entre ce que Kubrick a mis en place et ce qu'il a imaginé et la correspondance avec la réalité, tu vois. Ce que je trouve ouf, c'est qu'il a très bien vieilli, quoi. C'est incroyable. Moi, ce que on se dit vraiment, putain, ce film, il aurait pu sortir l'année dernière ou il y a 2 ans, quoi. C'est ça. Alors aussi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Moi, j'ai l'impression que ce qui vieillit mal, en fait, c'est les premiers effets spéciaux. Après, la tête des singes, honnêtement. Mais... mais ça a son charme. Moi, quand je l'ai regardé, je voyais que c'était des comédiens qui étaient là, mais ça renforçait le truc. Oui, ça faisait un peu performance artistique, et du coup, j'étais là, c'est cool. Même tout ce qui est des décors, le moment où le personnage court et que t'as tout le vaisseau spatial qui tourne et tout, c'est abusé, et tu prends une grosse claque, quoi. Ils l'ont vraiment fait comme ça, quoi. C'est pas un trucage. Je crois que ça a été tourné dans une ancienne centrifugeuse, il me semble, c'est un truc comme ça. Et du coup, ça a vraiment été tourné comme ça. Même pour l'époque, ça devait être choquant, je pense qu'à l'époque où c'est sorti. Puis il y a eu complot qui disait que Kubrick était associé avec la NASA, et que la NASA, parce qu'en fait la NASA a fabriqué un objectif spécialisé pour tourner Barry Lyndon, parce que c'était une scène à la bougie et que c'était compliqué d'avoir une ouverture assez grande pour éclairer ce genre de scène, et donc il a fait appel à la NASA pour lui créer un objectif. Voilà. Les gens qui pensaient en fait que les premières images de l'homme sur la Lune avaient été tournées par Kubrick en studio, etc. Donc c'est pour dire à quel point à l'époque ça devait être choquant, quoi. Oui, je pense que à l'époque ça a dû marquer, pour le coup, être le film le plus marquant. Mais ça marque encore aujourd'hui, et c'est fou. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que c'est des films qui traversent les générations et qui vieillissent pas, dans le sens où c'est intemporel et que ça choque dans tous les cas. Puis quand on regarde la date de sortie du film, on se dit putain, mais c'est fou, c'est trop. Et puis comment ça a influencé. Moi aussi, ce qui m'a choqué, c'est que ça a influencé tellement de choses. Genre même Star Wars, que je voyais comme visionnaire, le premier, il y a plein de trucs, c'est Kubrick, en fait.
Ouais. Donc ça m'a choqué aussi à ce niveau-là, quoi. Tu parlais de Fight Club tout à l'heure, c'est intéressant parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quel était le film le plus marquant un peu de tout le monde. Fight Club est clairement le film qui revient le plus souvent. Est-ce que vous comprenez pourquoi Fight Club est un peu le film de notre génération? Parce qu'il y avait surtout des gens de notre génération qui m'ont répondu sur Instagram. Fight Club est le film choquant, marquant de notre génération selon vous? Moi, je vois très bien pourquoi, parce qu'en fait, c'est un film qui est, je pense, quand on est, si on le voit surtout quand on est ado, ça fait vraiment un film anti-politique, un peu à part du système, un peu anarchiste, un peu anarchiste, avec un twist qui est quand même assez incroyable et qui du coup, je pense, est facile à voir et en plus, il envoie un message très fort au niveau. Carrément. Au niveau, quand t'es à cette période où t'as un peu envie de te dire nique le système, et c'est un peu un film qui représente ça et qui en plus reste très abordable par rapport à d'autres films qui peuvent être aussi très bons mais beaucoup plus difficiles à regarder. Comme 2001. Ouais, d'ailleurs, moi je vais les revenir sur 2001. C'est que justement, moi 2001, j'ai bien aimé, mais en fait, je me suis gâché, on va dire, en fait, ma première expérience avec 2001, puisqu'en fait je l'ai vu dans un Webus sur mon petit ordinateur entrecoupé de genre je sais plus 3 pauses ou un truc comme ça. Du coup j'ai bien aimé le film, mais ça m'a pas marqué autant que j'aurais voulu que ça me marque. Du coup je pense que c'est une chose qui est assez importante, le contexte dans lequel on voit un film, et je pense que c'est presque aussi important que la façon dont on voit le film. Pour le coup, moi j'ai vu 2001 sur grand écran, c'est l'expérience de la salle, quoi. Et putain, bordel de merde, rouvrez nos salles, quoi. Ouais, c'est clair. On peut peut-être revenir sur Fight Club, Julie, ou pas du tout? Non. Tu vois pas, ok, ça vous intéresse pas Fight Club en fait. Si, moi c'est. Vous avez vite changé de sujet. Non, du tout. Non, après je suis d'accord avec ce que Robin a dit. C'est côté révoltant et tout ça, je pense que aussi ça fait partie des trucs marquants. Ouais, on l'a beaucoup vu ado, plus ou moins, quand on est dans une période de transgression. Ouais, c'est ça. Ça pousse aussi, tu vois, genre. Enfin, c'est aussi ça où ce qu'on disait tout à l'heure de l'avant et l'après, c'est que t'as même des films où t'as envie de derrière, tu sors de la salle, t'as envie de te bouger, quoi. Et moi, ça m'avait fait cet effet-là quand j'avais vu 120 battements par minute. Et c'est un truc où, quand tu vois toutes les manifs et tout, genre, c'était ça, même que ce soit ça ou des films de guerre ou quoi que ce soit, t'étais fou la rage un peu. Et je pense que ça fait vraiment ça, c'est vraiment un truc qui est propre aux films engagés, tout simplement, qui ont un message et qui ont une espèce de force comme ça, un message à passer. Donc, Moi, je trouve aussi, je sais pas trop comment expliquer, après c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a des films il y a des très bons films qui sont vraiment assez faciles à regarder et qui du coup te marquent beaucoup. Je pense par exemple aussi, donc je disais Pulp Fiction, mais je pense aussi à Orange Mécanique par exemple, à Les Évadés aussi, enfin ces genres de films c'est des très bons films, c'est vachement des films à conseiller par exemple à des gens qui connaissent pas trop, parce qu'ils sont vraiment faciles à regarder, ils sont très bons, quoi. Je parlais du message, mais moi je trouve même pas forcément, je pense que c'est aussi à ça que Fight Club est un film très marquant, c'est qu'il reste assez facile à regarder. Je pense aussi le film de cette génération, ça va être un peu le Joker. Je pense que les gens qui ont vu Joker à 12-13 ans là, je pense que eux ça va être un peu leur Fight Club, enfin j'en sais rien, après je dis ça comme ça, mais tu te sens un peu visionnaire, quoi, tu vois. Je me sens un peu visionnaire, mais même récemment je pensais aussi à Mad Max Fury Road par exemple, qui peut être un film très marquant, je pense, et qui est assez facile à regarder. Carrément. Il y a d'autres films qui sont... je parlais de Joker, mais il y a d'autres films qui sont sortis en même temps que Joker qui sont beaucoup plus compliqués à regarder et que moi je vais trouver presque mieux. Par exemple, je sais pas, Le Portrait de la jeune fille en feu. Moi je trouvais que c'était un très très bon film. Compliqué à regarder, quoi. C'est plus exigeant en tout cas. Ça demande plus de concentration, d'attendre. Ouais, c'est ça. Faut s'investir un peu plus dans le film. Et puis il y a un aspect aussi de... c'est pas parce qu'un film est facile à regarder entre guillemets qu'il va pas être marquant, quoi. Enfin, je reviens sur ce que Léonard disait par rapport à Wes Anderson, c'est ça. Sur ce détail, en fait, il y a aussi ces aspects de détail, des couleurs et ce genre de choses. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué dans Les Demoiselles de Rochefort, que j'ai revu il y a pas longtemps. Et en fait, si tu regardes, tout le long du film, en fait, tu vas avoir des couleurs, c'est des détails, hein, vraiment. Si tu regardes à la première lecture, tu le vois pas forcément, mais tu as des détails où par exemple tu vas avoir des fenêtres de volets qui sont à 400 mètres au fond du plan, qui sont de la même couleur que la jupe de la meuf au premier plan et qui est de la même couleur que machin, et tu as des espèces d'assortiments comme ça dans les détails, et c'est ça aussi qui fait qu'un film est marquant, tu vois. Moi pour le coup les détails, c'est un truc auquel on fait attention, et c'est là aussi où on voit au niveau de la mise en scène
enfin, même de la direction et ce genre de choses, tous les détails qui sont laissés, qui sont pas visibles de premier abord et qui font toute la beauté du film, quoi. Ouais, pour le coup, moi, mes deux films, du coup, très très dur à faire un choix. Ouais. Non mais ça va, on peut prendre 2 films, on est un peu privilégiés là. Mais j'aurais dit Whiplash de Damien Chazelle. Vraiment adoré. Alors je pense qu'il y a aussi l'aspect que je suis une grande fanatique de jazz et que du coup ça m'a touchée vraiment. Et puis on a eu la chance du coup de l'analyser aussi en cours de montage. C'est une leçon de montage, mais c'est fou. Genre c'est la scène d'intro avec Fletcher, du coup je sais pas si vous avez vu le film. Ouais. C'est le montage est incroyable, la lumière est incroyable, tout est incroyable. Donc moi pourquoi pour le coup Whiplash m'a bien marqué. Et puis après, il y a Kubrick, 2001, Shining, les classiques. Tarantino, ça marque aussi dans le sens... moi, j'ai vu des Tarantino jeunes et c'est une espèce de jet de sang et tout ça. C'est dans l'excès, mais dans le bon excès, quoi. Enfin, c'est assez marquant. Et du coup, pour revenir sur Duel de Jean-Philippe, que j'ai vu jeune, je devais être en seconde, je pense. Ok. Et c'est... Alors, je saurais pas dire si j'ai aimé ce film ou pas. Je pense qu'à la fin, j'étais en mode... C'était une torture. C'est vraiment ce côté angoissant. C'est en fait pendant 1h30, c'est en apnée. Parce que... Mais en plus, c'est tout con. Hein, c'est de la mise en scène. C'est un camion qui poursuit une voiture. Mais le fait, c'est ce que disait Jean-Philippe, le fait de pas voir le visage et tout ça, genre, c'est pas comment expliquer. C'est un truc qui m'avait marqué pour le coup. Et je sais pas si je le reverrai un jour, mais voilà. Je pense que t'as ce côté-là aussi, moi, que j'ai pas mal noté, et même en parlant avec vous, là, ça me marque pas mal. Vraiment différencier les films qui vont nous marquer, on va avoir envie d'y retourner. Ouais, c'est ça. Type les Tarantino, par exemple, ou Fight Club, pourquoi pas, quoi. Et il y a d'autres films où moi, c'est catégorique. Ouais, on le reverra pas. J'y retournerai pas, alors que c'est peut-être dans les films les plus impressionnants que j'ai vus de ma vie. Voilà. Irréversible, par exemple, j'y retournerai pas, c'est pour ma sûr. part, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Mais pas parce que je sais, j'en ai entendu parler de ce film, et juste pour... et c'est pour ça que je parlais de limite tout à l'heure, de ce qu'on peut... pour le coup, moi, Irréversible, je sais que c'est un truc que je pourrais pas regarder, tu vois. Genre, je sais que je ne pourrais pas regarder une scène de 14 minutes de viol. Pour moi, c'est genre juste impensable. Et mais je dis pas, il faut jamais dire jamais, hein, bien évidemment. Et je pense que c'est un très grand film. Mais moi, en tout cas, c'est pour l'instant, j'arrive pas à passer le pas de ma limite là-dessus, quoi. Mais en tout cas, même dans la globalité, les films de Gaspard Noé, ils sont incroyables de toutes parts. D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote à vous raconter. C'est pour me la racler un petit peu. Irréversible, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est pas il y a très longtemps, en fait. C'était au Festival Lumière de l'année dernière. C'était la mini-nuit Gaspard Noé. À la base, quand j'y suis allé, on s'est trompé d'endroit. Je suis allé à l'Institut Lumière alors que c'était à l'UGC à Astoria, bref. Donc j'étais très en retard, très énervé parce que je suis très fan de Gaspard Noé. Et du coup, ça me saoulait de ouf. On arrive au cinéma. Il reste plus que les places, vous voyez, tout derrière, là. Vraiment tout derrière, collé au mur. S'installe là. Et là, le film commence. Donc, Irréversible, que j'avais jamais vu, d'ailleurs. Et là, il y a Gaspard Noé qui rentre dans la salle et il se cale juste en dessous de moi. Genre, vraiment, il se cale comme ça. Là, j'étais un peu en bad. Et justement, il y a la scène qui est horrible, hein, la scène de viol, mais que je trouve aussi incroyablement forte. Parce que... c'est une scène qui peut pas mieux représenter l'horreur d'un viol. J'ai jamais été aussi mal devant quelque chose parce que ça me faisait quelque part c'est ce que je dis depuis le début du podcast, que je me sentais prisonnier, quoi. C'est ça, t'as pas le choix, et puis que aussi le fait que t'es pas de cut, en fait. C'est ça. Tu peux pas même pas respirer 2 secondes, t'as pas t'es en apnée, quoi. C'est oppressant de ouf. Et moi je suis sorti parce que j'ai été coupé à ce moment-là, mais pas parce que je trouvais ça horrible, mais il fallait que je sorte parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes, malheureusement. Et je sors, il y avait des meufs qui étaient sorties de la salle parce qu'elles pouvaient pas le voir et que c'était trop choquant, je pense, trop marquant. Et en revenant des toilettes, c'est ça un peu le détail un peu cool du truc, c'est que j'ai voulu rentrer dans la salle et je me suis pris la porte parce que vous voyez, salle de cinéma comme ça, et c'était Gaspard Noé a tapé dedans avec la porte. Il s'est excusé ou pas? Oui, il s'est excusé. Voilà. Et moi j'ai rien dit, tu vois, genre ça va, c'est bon. Bravo pour cette porte, merci. Belle anecdote. Le passage un peu, je me la raque, quoi. Et moi je voulais aussi revenir sur le fait que là vous avez parlé de choses qui étaient très dur à regarder. Et je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être hyper dérangeantes sans que ça soit quelque chose de dur, on va dire
Visuellement. Ouais. Je pense par exemple à Lost Highway de David Lynch. Je l'ai vu il y a pas très longtemps et je sais que la première demi-heure, on ne sait pas pourquoi, mais ça te met dans un état de crispation, tension, juste avec des effets de caméra, d'ambiance. Moi, je trouve ce qui est fort, c'est sa façon de filmer les couloirs, en fait. Où vraiment, je sais pas comment il fait, mais cette façon d'avancer dans le couloir, on se dit, il va se passer quelque chose, quelque chose, même s'il se passe rien. On se sent aussi, pareil, prisonnier du film, sans que l'image soit vraiment choquante ou, on va dire, marquante, quoi. C'est vraiment la façon de réaliser l'atmosphère mise en place qui vraiment te laisse, te tétanise, quoi. Ouais, c'est fou, t'as en un mouvement d'une caméra ou même le sound design qui compte vachement dans ce genre de truc. Carrément. Les scènes de tension, en très peu de choses, il suffit de très peu de choses pour te foutre en PLS, vraiment, genre... Et pareil pour Shining, tu vois, des fois, t'as des moments de tension où t'es en mode, putain, il va se taper il y a un truc qui va débarquer et en fait, des fois, il y a rien, tu vois. T'en as parlé, j'ai pensé direct à Shining aussi. Clairement. Parce que, en fait, moi, Shining, j'ai été assez étonné qu'il se passe pas tant de choses super choquantes, super violentes au final, et c'est vraiment ce suspense qui est géré. Le non-dit, en fait, qui est presque plus impressionnant que l'action elle-même. Et moi, je pense aussi à un autre type de cinéma, c'est Sergio Leone, dans les westerns. Pour faire un parallèle avec ça, c'est en fait, par rapport à ce qu'on peut voir un peu maintenant, des scènes d'action, c'est très cuté, ça va très vite pour montrer le fait que ça va vite, qu'il y a de l'action. Et lui, justement, les scènes d'action, il ralentit ça et il laisse justement les scènes d'action qui sont très lentes. Donc ça marche bien, surtout pour les westerns, parce que généralement le mec qui va dégainer et qui va buter le gars. Mais c'est justement, ces scènes durent très longtemps et du coup ça te met en stress, ça te fait monter la tension. Du coup je trouve que c'est très intéressant. Encore, c'est le non dit, quoi. C'est encore quelque chose qui est suggéré. Et je pense que ça, pour le coup, ça marche bien sur les films d'action. Un vieux film d'action, entre guillemets vieux, va plus me marquer qu'un récent, parce que tout va tellement vite et tout est tellement cuté, en fait. On laisse pas trop le temps d'imaginer des trucs. Il y a pas longtemps, j'ai regardé le premier Jurassic Park, que j'avais jamais vu. Moi, j'ai vu avant les Jurassic World, donc les derniers là qui sont sortis, et j'ai tellement vu la différence en termes de gestion de l'action, où le premier Jurassic Park, comme tu disais, il va se passer quelque chose, mais en fait il peut rien se passer, alors que ça s'applique surtout aux films d'action, quoi, où aujourd'hui j'ai l'impression faut qu'on montre tout très vite, et moi ça me marque pas, quoi. Ouais, c'est ça, les meilleurs moments dans Jurassic Park, c'est les moments où on attend de voir le T-Rex. Et on voit, je sais plus comment c'est fait, mais il me semble qu'il y a des trucs de... On voit les vibrations de l'eau dans une flaque quand il arrive, le T-Rex. C'est que les scènes de tension, c'est le hors-champ. C'est ça. Hors-champ, mais ça marche à tous les coups. Le hors-champ et surtout le retardement, de laisser durer en fait jusqu'au moment où ça arrive, ou ça arrive pas d'ailleurs. Mais ça marche à chaque fois, parce que forcément le spectateur il s'attend, il attend en fait, et du coup t'es encore plus tendu que si ça arrivait tout de suite, quoi. Notre imagination va forcément prendre le dessus sur l'image, en fait. C'est qu'on imaginera toujours pire que ce qu'on voit, et du coup c'est ça qui marche aussi bien avec le hors-champ, et ce qui est souvent le cas dans les films d'horreur d'ailleurs. On est vachement parti sur des films angoissants, des films qui nous remuent un petit peu, qui nous mettent pas bien ou qui nous ont perturbés à un moment. Des films qui vont nous émouvoir ou nous faire ressentir... Il y a que Zach, en fait, j'ai l'impression, qui a eu ce truc de... J'ai ressenti des... Aussi, un petit peu, moi, je dirais. Ouais, mais Titanic, je trouve que la vision de Valérie sur Titanic est une vision très sombre. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il y a le côté représentation de nos phobies aussi, tu vois. Et du coup, c'est cet aspect angoissant de l'eau qui monte et tout ça, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi je pense, il y a plein de gens, quand ils ont vu Titanic, c'est pas du tout ce qui les a marqués, hein. Ils étaient full focus sur DiCaprio et Kate Winslet, bien sûr, et du coup voilà. Et je trouve que dans les films marquants, en tout cas, qui sont ressortis, et pareil sur Instagram, il y a très peu de films qui nous ont rendus heureux. Pour ma part, j'avais bien envie de parler du film Danish Girl. Je sais pas si vous l'avez vu. Qui, très moi, fait partie de mes deux films, en tout cas, qui m'ont vraiment marqué. Et il m'a retourné ce film, 120 battements par minute aussi. Mais pour le coup, Danish Girl, j'ai trouvé ça incroyable, la façon dont le personnage se transforme. Et on se dit que c'est pareil, c'est un biopic. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect fait réel. Et je crois que la première opération, c'était en 1930. Et du coup, on voit en fait ce personnage se transformer, se faire opérer et tout ça. Et putain, mais qu'est-ce que j'ai pu chialer à la fin de ce film. Mais parce que ça fait partie aussi des trucs qui me touchent et qui me parlent. Et voilà.
Mais ouais, Danish Girl, moi, c'est un film qui m'a bien bousculé quand même, émotionnellement parlant Ouais, et tout ça, carrément. quoi. Mais c'est encore, tu vois, un film qui est pas très joyeux, en fait, dans Ouais, l'idée. oui, non mais bien sûr. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas eu de... y a pas de films qui sont ressortis, style des comédies de Joe D'Apato, par exemple. Ouais. C'est pas ressorti. Alors que ça peut te marquer à un moment, en fait. Moi, limite, le film qui m'a le plus marqué dans toute ma vie, c'est les OSS 117, genre Ouais. le 1 et le 2. Ouais. Mais c'est une autre façon d'être marqué. C'est-à-dire que moi, je pense les OSS 117 1 et 2, dans la vie de tous les jours, sans faire exprès, je fais des répliques de OSS 117. mais où je parle c'est comme sûr. Jean Dujardin dans OSS Ah, mais 117. c'est sûr. Avec mon frère, vraiment, on connaît toutes les répliques. On s'en rend même plus compte, mais on fait des répliques tout le temps, genre, mais vraiment. Ah bah, c'est rentré, Mais quoi. Et c'est vraiment, Ouais. ça devient culte et on a moins tendance à le dire quand on parle de films cultes ou de choses comme ça. Mais ouais, j'en sais rien. Pour les autres générations, peut-être Les Bronzés fonds du Ski ou même Mission Moi, Cléopâtre. j'aurais c'est- dit re. Ouais, ou ouais, Ça, voilà. Bouse, je le dis souvent, tu vois. Je dis souvent bouse. Du coup, je pense que c'est une autre façon d'être marqué, mais on a moins tendance à le dire parce que c'est peut-être un peu. Je vais pas dire que c'est plus honteux, mais c'est quand on l'a vu, ça nous a moins. Enfin, on est moins ressorti de notre film en se disant putain, là j'ai vu un truc de ouf. On a juste rigolé Ouais, c'est et ça. tout. Ouais. Mais en soi, on s'en est autant marqué par des films comme ça, je Ouais. pense. En tout cas, merci d'être venu Merci à toi. sur le podcast. Ça m'a fait trop plaisir. C'était super intéressant. Voilà. J'espère peut-être vous revoir sur un autre podcast cinéma. Avec pourquoi plaisir. pas. Plaisir, ouais. Ouais. Et puis voilà, quoi. Voilà, le moment avec les invités est terminé. Vous êtes de retour uniquement avec moi. Désolé si certains protagonistes de l'épisode vous manquent déjà, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a énormément d'idées qui sont sorties de cette discussion avec Julie et Robin, que je tiens encore à remercier. C'était trop bien de parler avec vous de cinéma, de films qui nous animent, qui nous font vibrer. Il faut maintenant peut-être faire un petit récap, je pense, en tout cas dégager les idées principales de cet épisode. Je pense que l'idée majeure, c'est qu'un film marquant, c'est avant tout un ressenti, une expérience personnelle, que ce soit dans l'appréciation de la technique ou bien dans la compassion qu'on va éprouver pour les protagonistes d'un film. C'était au final cet épisode un prétexte pour tout simplement parler de cinéma et transmettre cette passion. Je tiens aussi à dire qu'on a énormément évoqué le fait qu'un film c'était avant tout un contexte qui est optimal dans une salle de cinéma. Alors, Monsieur Macron, je sais de source sûre que vous écoutez ce podcast, rouvrez les salles de cinéma. Car comme l'a dit l'Académie des Césars sur son Twitter, et très justement d'ailleurs, un monde sans culture est un monde sans avenir. Passionnément, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté, regardé, streamé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air sur YouTube et à suivre sur Instagram pour être au courant des tout derniers épisodes. Pour finir, dites-moi dans les commentaires quel est le film qui vous a le plus marqué, et à la prochaine.